Place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. On va reparler du Liban ce soir, toujours soumis aux frappes israéliennes. Encore des dizaines de morts cette semaine. Une multitude de nouveaux villages du sud Liban appelés à évacuer par l'armée israélienne qui pratique dans la zone une politique de la terre brûlée, détruisant infrastructures, maisons, établissant aussi sur place une ligne jaune sur le modèle de ce qui a été mis sur pied à Gaza. C'est dans ce contexte que de nouveaux pourparlers doivent avoir lieu les 14 et 15 mai prochains à Washington entre Israël et le Liban. On en parle ce soir avec une figure majeure de la vie politique libanaise depuis près de 50 ans maintenant, Walid Jumblat. Bonsoir. Chef politique de la communauté druze du Liban, ancien député, ancien président du Parti socialiste progressiste libanais. Vous venez de publier vos mémoires aux éditions Stock, un destin au levant de la guerre civile à la paix incertaine. Merci Walid Jumblat d'avoir accepté ce soir notre invitation sur France 24. Avant justement d'évoquer ces mémoires que vous venez de publier, tout d'abord l'actualité, bien évidemment, je le disais, le seul front encore actif de cette guerre au Moyen-Orient, c'est le Liban, avec ces frappes israéliennes qui se poursuivent non seulement sur le sud du pays, mais aussi Beyrouth encore cette semaine. Votre fief également du Chouf a été frappé hier, enfin en tout cas l'entrée du Chouf, plus de 2800 morts depuis le début de ces frappes, plus de 1 million de déplacés. Votre réaction tout d'abord sur l'action d'Israël au Liban? Israël frappe partout, n'importe où, frappe partout. Et puis c'est un peu le petit Gaza au Liban, au sud Liban, avec 1 million de réfugiés qui ne savent pas plus où aller, ils sont perdus. Alors tantôt ils viennent à Beyrouth, quand il y a un léger cessez-le-feu, ils rentrent chez eux, mais chez eux, il n'y a plus de chez eux, c'est détruit. Alors on attend toujours une paix possible, ou bien une issue possible. Mais si on est lié au sort du Golfe, eh bien c'est une paix impossible, incertaine et impossible. Faire du Liban un nouveau Gaza, c'est ça l'objectif pour vous, d'Israël? C'est ce qu'ils veulent, oui. On voit ça. Maintenant, ils n'ont pas frappé le cœur du Liban, ils pourront le faire. Personne ne peut les empêcher, personne. Et puis, en même temps, c'est une répétition de ce qui s'est passé en 78. La première invasion israélienne, c'était 78. On a libéré le Sud, on a libéré Hezbollah, a libéré le Sud, il faut l'admettre, en 2000. Ça a pris 22 ans. Alors maintenant, on repart à zéro. Maintenant, on repart à zéro avec des moyens beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus destructeurs. Alors, ça mène où? Je ne sais pas. Le Liban est-il encore un État souverain, Walid Jumblat? Il y a toujours un État. Et on maintiendra le dialogue pour qu'il ait un État. Mais même dans les régions dévastées, il y a toujours un État. Il ne faut pas dire que le Liban n'existe plus. C'est une faute. Ce serait une aberration et ce serait dire que bon, c'est un désert. Non, il y a toujours un État, mais il faut renforcer l'État. Pour renforcer l'État, il faut des partenaires. Alors, la plupart des partenaires sont d'accord pour l'État, à part le Hezbollah. Parce que le Hezbollah, ses ordres sont extérieurs. Ça vient de l'Iran. Alors, comment voulez-vous dialoguer avec eux? Mais en même temps aussi, il faut faire attention. Le Hezbollah, ce n'est pas un corps étranger. Ils font partie de la population. Ils bénéficient encore d'un très fort soutien d'une partie de la population? Ils font partie de la population, ils sont endoctrinés seulement. C'est comme Hamas. Hamas, c'est une mouvance des frères musulmans. Hezbollah, c'est une de ces dérivées du chiisme iranien. Ça, c'est trop compliqué à expliquer, mais ils sont là. On ne peut pas dire qu'ils viennent de l'extérieur, qu'ils sont, comment dirais-je, des mercenaires. Non, ils font partie de la population. Donc, il y a une partie qui est avec eux, une grande partie. Est-ce que vous diriez que dans le contexte actuel, une partie de la population s'en éloigne ou au contraire, les frappes israéliennes renforcent le Hezbollah aujourd'hui? Les frappes israéliennes renforcent le Hezbollah. Les frappes israéliennes renforcent le Hezbollah, plus la théologie ou bien du martyr. Bon, un martyr en plus en moins. Pour eux, c'est un sacrifice qu'ils font, et pour la communauté, et pour le Sud-Liban, parce qu'ils sont attachés au Sud-Liban. Quand ce monsieur-là, ce militant, voit le Sud détruit, il ne va pas se dire maintenant on arrête. Il ne peut pas. Mais en même temps, on n'a pas les moyens de dialoguer avec lui. Ça, c'est le problème de l'histoire. Il y a en ce moment une polarisation extrême de la population libanaise. Est-ce que vous craignez, disons, de nouveaux affrontements
au sein de la Entre qui et population? qui? Je ne sais pas. Non. Pas une guerre civile, mais en tout cas une Je ne suis pas fracture. de ceux qui partagent cette idée qu'il va y avoir la guerre civile. Non, je ne suis pas de ceux. Pas du tout. Pas du tout. Mais en même temps, on vit dans une incertitude totale. Incertitude totale. Alors bon, c'est toute une jeunesse qui se sent désemparée, qui part. Et je ne sais pas si elle va revenir cette fois-ci. Et alors c'est un peu l'avenir du pays. Alors le pays va devenir l'hôte un peu de ceux qui veulent passer leur dernier jour, peut-être comme moi. Mais enfin, le reste, non, n'est-ce pas? Il y a un sentiment de désespoir quand même qui gagne la population libanaise, avec le sentiment que l'histoire ne cesse de se répéter. Elle se répète malheureusement, elle se répète. Mais c'est un petit pays. Puis il y a certains qui disent, bon, essayons de neutraliser le pays, ou bien proclamer la neutralité de ce pays. La neutralité en Suisse a été proclamée après la fin des conquêtes napoléoniennes par les grandes puissances à l'époque. L'Autriche, la Hongrie et le reste, et la Russie, et la France. Au Liban, qui va poser la question, ou bien qui va oser dire neutraliser? C'est un peu un terrain d'échange de messages meurtriers entre Israël. Avant, c'était la Syrie. Maintenant, Israël et l'Iran. Donc entre puissances extérieures. Oui. Le Hezbollah a plongé, on peut le dire, le Liban dans cette guerre en frappant donc Israël. Initialement, quelle est votre position aujourd'hui sur le désarmement du Hezbollah? On sait que vous avez changé plusieurs fois de position à ce sujet. Moi, je suis pour ceux qui disent qu'il faut dialoguer avec le Hezbollah. Si il y a des pressions américaines ou autres qu'américaines de dire que, bon, pousser l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah par force, eh bien, ce sera des conséquences. Ça pourrait aboutir à ce que vous venez de mentionner, une possibilité de friction interne, de guerre civile. Ce n'est pas de cette façon. Il faut dialoguer. On est obligé sur le de désarmement. dialoguer. Le désarmement, oui. Mais pour désarmer, pour au moins avoir le justificatif de désarmer, il faut bien un retrait israélien. Alors si les Israéliens ne se retirent pas de certains villages, arrêtent de dynamiter, arrêtent de tuer, il n'y a aucune logique. Donc c'est pour vous une précondition à la réussite de ces négociations qui vont s'entamer à Washington les 14 et 15 mai prochains, le retrait israélien du Liban? C'est un début de négociation. C'est un début de négociation pour aboutir à une, bon, certains disent normalisation, je vais dire aboutir à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Puis après, on voit. N'oubliez pas que, bon, une grande partie de la population libanaise n'est pas pour la paix maintenant. Après, elle pourra l'être. Mais il faut au moins un cessez-le-feu. Arrêter de bombarder, arrêter de tuer, arrêter d'envoyer ces drones. Venons-en maintenant à vos mémoires. Vous dites que pendant 50 ans de vie politique entamée en 1977, vous n'avez connu que des conflits, une histoire tourmentée évidemment pour le Liban qu'on connaît, dont votre famille aussi a fait les frais, à commencer par votre père qui a été assassiné, votre grand-père également. En quoi cela a façonné votre vie? C'est-à-dire que c'est pas facile pendant 50 ans d'avoir des guerres, d'affronter des guerres. C'est vrai qu'on a passé des moments assez agréables avant 75, 76. C'est vrai, c'était pendant ma jeunesse. Puis après, on est tombé, tout le monde est tombé dans le conflit des puissances régionales, arabes, Israël, arabes, Irak contre la Syrie au Liban. Puis après, est venu, à un moment donné, à l'époque des soviets, eh bien c'était un peu soviétique, américain. Les Américains nous ont envoyé leur grand cuirassé qui s'appelle le New Jersey, qui a bombardé la montagne. Alors, c'était un enjeu et local, et international, et régional. Et puis ça s'arrêtait. On a arrêté la guerre avec l'accord de Taïf, qu'il faut maintenir, bien entendu, on n'a pas le choix. Et puis, c'est pas le moment de changer. Maintenant, on est entré dans une nouvelle zone très incertaine. Pas seulement le Liban, partout, tout le monde. Toute la région. Ouais. Et vous pensez que le Russe va finir avec cette guerre en Ukraine d'ici prochain? Pas du tout. J'évoquais la mort de votre père, ça vous a propulsé, disons, dans l'arène politique à laquelle vous ne vous destiniez pas forcément à l'âge de 27 ans. Est-ce que vous diriez que vous avez subi ce destin? C'est le destin. C'est le destin, mais j'avais une bonne garde, de bons camarades qui m'ont aidé à relever le destin et à continuer la lutte.
Je n'avais pas le choix, mais heureusement que mon père a laissé une bonne équipe, très bonne équipe, et on a continué. On a continué. Plusieurs sont morts, plusieurs ont été assassinés. Bon, ça c'est la vie. Vous avez été chef de milice durant la guerre civile libanaise, des pages très sombres de l'histoire du Liban. Est-ce que vous avez des regrets? Je n'étais pas le seul chef de milice. Il y avait plusieurs milices, et même l'armée libanaise, à l'époque, était aussi disloquée en plusieurs groupes. J'ai des regrets, certainement que j'ai des regrets, mais est-ce qu'on peut faire marche arrière? On ne peut pas faire marche arrière. Vous évoquez dans vos mémoires votre parcours et vous clarifiez notamment les raisons de certains revirements, alors justement durant la guerre civile libanaise, mais aussi vis-à-vis de la Syrie ou plus récemment donc du Hezbollah, des revirements qui vous ont parfois fait passer comme quelqu'un qui retourne sa veste régulièrement. Pourquoi ce besoin de clarification concernant ces revirements? Mais je n'ai pas besoin de clarifier ma position politique, parce qu'il faut s'accommoder aux circonstances politiques et régionales et internationales. Mais au moins, j'étais clair, pendant 29 ans, j'étais un des alliés les plus fermes de la Syrie. Assad, à l'époque, Assad père, est venu Assad fils. On commencé à avoir des déboires avec Assad fils. Et puis, il était temps que le Syrien se retire du Liban. Et puis, Assad fils, il a entamé la succession d'assassinats. Le premier, c'était Rafi Hariri. Et puis, toute une élite d'intellectuels, de journalistes, de députés. Et on a fait opposition, on a tenu, et il s'est retiré. Il a eu, pour la première fois à l'époque, Assad fils a eu peur, en 2005, février 2005, fin février. La Syrie, justement, on sait qu'il y a une très forte communauté druze sur place, 700 000 personnes. Vous avez d'ailleurs été le premier représentant politique à rendre visite au nouvel homme fort de la Syrie, Ahmed al-Shara. On se rappelle les affrontements meurtriers de l'été dernier dans le sud-ouest de la Syrie, à Soueïda, des centaines de morts dans des affrontements donc entre miliciens druzes et bédouins. Est-ce que vous faites confiance à Ahmed al-Shara pour protéger les minorités de Syrie, notamment les druzes? Je fais confiance, malgré tous les déboires qui a eu lieu, malgré tous les crimes qui a eu lieu à Soueïda. Je fais confiance. Je fais confiance. Il faut consolider Ahmed al-Shara. Il faut aider la Syrie, une Syrie unifiée. Il ne faut pas aller dans l'aventurisme que les voisins ont. Les voisins, c'est-à-dire le grand Israël, Netanyahou, de disloquer la Syrie. C'est ça l'objectif d'Israël, c'est remettre en cause les frontières, notamment de la Syrie? Toutes les frontières. Toutes les frontières. Donc toutes les frontières héritaient de Sykes-Picot? Et créer tout un désordre généralisé pour pouvoir continuer leur tâche ingrate ou bien leur mission de barrer toute possibilité d'avoir un État palestinien indépendant. Et ici, on oublie, parce que d'ici quelques temps, on n'aura plus de Palestine, il n'y aura plus de terrain pour les Palestiniens, il n'y aura plus les critères de minimum de ce qu'on appelle la paix d'Abraham. Il n'y aura plus rien, il y aura des colonies partout. Alors où cet État va exister? Vous pensez que c'est toujours possible? Je crois que c'est trop tard. Mais enfin, on verra. L'interventionnisme, ou du moins le laisser-faire de Donald Trump dans la région a contribué au chaos. Est-ce que vous restez quand même optimiste? Je ne suis pas du tout optimiste. Mais toutes les règles maintenant du monde ont changé. Il n'y a plus des Nations Unies, il n'y a plus rien du tout. C'est un peu la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide pour avoir des guerres chaudes. Okay, il n'y a plus rien. Alors, puis c'est un interventionnisme qui est basé sur de grands intérêts. Ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz, c'est le pétrole, c'est le racketing des voies maritimes, c'est la rançon qui va être maintenant peut-être imposée à tous les passages maritimes au monde. Ça bouleverse toutes les lois possibles et imaginables. Et ça continue. Qui pour s'opposer à tout cela alors? Aux prédateurs? La seule issue, c'est de renforcer les Nations Unies et un certain équilibre mondial qui n'existe plus. Ce sont les grands intérêts des grandes puissances, des grandes sociétés américaines de pétrole et le reste qui s'amusent avec le monde parce que se balancent. Parlant des Nations Unies, justement, la FINUL, la force des Nations Unies pour le sud Liban, va quitter le pays d'ici la fin de l'année. Ça aussi, ça vous inquiète? C'est très inquiétant parce qu'il n'y aura plus de témoins sur les actions israéliennes. De là, il faudrait une nouvelle FINUL ou bien de nouvelles troupes internationales. Ça pourrait être qui pour vous? Pardon?
Quelles troupes internationales? Peut-être Françaises? des Français, peut-être Italiens, peut-être Espagnols, ceux qui actuellement font face plus ou moins à la politique de Donald Trump. La France, effectivement, essaye de se faire entendre. Elle est quand même assez inaudible face à Benjamin Netanyahou, face à Donald Trump. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Elle apporte beaucoup d'aide humanitaire, on le sait. Je sais, mais jusqu'à quand on va attendre les exigences de M. Netanyahou? Jusqu'à quand? Puis c'est un type qui est condamné à prison par la Cour pénale internationale. On oublie ça, mais il circule partout. Personne n'ose fermer ses cieux pour lui. Bon, peut-être qu'un de ces jours, justice sera faite, j'espère. Un dernier mot sur votre famille. Hein. On l'a évoqué en préambule. Les Jumblat, c'est une véritable dynastie au Liban. Votre fils, Teymour, prend la relève, on peut le dire. Il est député depuis 2018, chef du parti Le Rassemblement démocratique depuis 2023. Vous êtes d'ailleurs retiré de la vie politique depuis cette année-là. C'est une relève au sein de votre famille qui est assortie aussi d'inquiétude de votre côté? Disons que c'est une continuation de la famille. Il a pris les relèves depuis 2018, c'est vrai, mais parfois je suis obligé d'intervenir. Bon, pour l'aider, on collabore ensemble. On collabore ensemble parce que les défis sont monumentaux. Et la guerre, et les réfugiés, et quoi encore, et le parti, il faut qu'il tienne bien. Jusqu'à maintenant, on a réussi. On a réussi. Je lui espère un destin un peu plus clément que moi-même. Merci beaucoup Walid Jumblat d'avoir répondu ce soir à nos questions sur France 24. Cet entretien est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale d'ici quelques minutes. Oui.